Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. On va commencer le live coding du jour dans lequel, en fait, je vais vous présenter des codes pour faire une calculatrice avancée, disons, en ES6. Donc, on va voir des basiques de ES6 pour travailler en JavaScript. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous donner des explications générales sur des fonctionnalités les plus basiques, les fonctionnalités de base et qui sont assez importantes à comprendre. Et après ça, j'illustrerai chacune des fonctionnalités avec des morceaux de code. Et à la fin, je vous montrerai le code complet et on l'exécutera pour pouvoir voir comment ça marche. Donc déjà, pour commencer, une explication générale. Donc ES6, c'est la sixième version majeure du langage JavaScript. Donc ça a introduit beaucoup de nouveautés pour qui permettent de rendre le code plus moderne, plus clair et plus puissant. Donc ça facilite l'écriture du code, ça facilite son exécution, ça permet de faciliter voilà, ce langage JavaScript. Pourquoi c'est important? Donc, avant ça, JavaScript, ça manquait de certaines fonctionnalités pratiques qui permettent d'écrire du code lisible et structuré. Donc, ES6, pardon, ça a ajouté des outils qui permettent de simplifier la programmation et gérer des situations complexes pour pouvoir faire du code un peu plus complexe, pardon. Donc, les principales nouveautés qu'on a, il y a let et const. Donc, ça permet de déclarer des variables avec un scope plus sûr. Les arrow functions, donc pour écrire des fonctions plus courtes et gérer 10, donc THIS, donc pour gérer ça plus facilement. Les classes aussi pour structurer le code avec des objets, des méthodes, hein, comme on fait en Python. Les templates literals, là, on va pas en parler plus que ça dans ce live coding, mais il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc, pour concaténer des chaînes de caractères de manière plus simple. Les modules, donc pour organiser le code en fichiers séparés, donc ça permet une meilleure organisation. Le destructuring, REST et spread operator, ça on va bien le voir ici, ça permet de manipuler les tableaux et les objets plus facilement. Donc en gros, ici c'est une version plus moderne de JavaScript qui rend le code beaucoup plus propre, plus sûr et plus facile à maintenir avec du coup des nouvelles fonctionnalités qui facilitent la vie des développeurs. Donc c'est vraiment important de bien connaître tout ça. Et donc, pour mieux comprendre toutes ces fonctionnalités, on va construire une calculatrice, mais qui va utiliser les rest parameters pour faire des calculs avec plein de nombres, les spread operators pour gérer l'historique et les boucles for off pour afficher le tout. Donc, l'idée, c'est de savoir pourquoi ES6, ça rend le code plus propre et plus puissant. Donc, avant de commencer à illustrer tout ça avec du code, je vais vous expliquer chacune des fonctionnalités qui sont écrites là, qui s'affichent là devant vous. Et ensuite, je les expliquerai mieux en illustrant avec du code directement. Donc, les rest parameters. Donc, ça permet de regrouper un nombre indéfini d'arguments passés à une fonction et ça dans un seul tableau. Donc, on les utilise pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas forcément à l'avance combien de valeurs vont être fournies pour notre code et donc ça permet de traiter dynamiquement. Le fonctionnement, il est assez simple. Donc, les valeurs supplémentaires qu'on ajoute à chaque fois, elles sont automatiquement collectées dans un tableau et que la fonction, elle peut parcourir et manipuler. Donc, on a un tableau. Notre fonction, elle peut parcourir et manipuler ce tableau dans lequel, en fait, des valeurs peuvent être ajoutées encore et encore. Donc, c'est très pratique quand on ne connaît pas le nombre de valeurs à l'avance.
Thread operator. Donc ça, c'est utilisé pour décomposer un tableau ou un objet en éléments individuels. Donc ça aussi, on va l'utiliser pour pouvoir bien comprendre comment ça marche. On l'utilise parce que ça permet de copier des tableaux ou des objets aussi sans modifier l'original. Donc c'est pratique pour la manipulation des données ou bien passer des éléments individuellement à une fonction. Et en gros, ce que ça fait, c'est, entre guillemets, ça étale les éléments d'un tableau ou d'un objet à l'endroit où il est utilisé. Ce sera plus compréhensible avec les codes snippets à la suite. Les arrow functions, donc ça, en gros, ce sera une syntaxe courte qui permet de déclarer des fonctions. Donc on l'utilise pour écrire du code plus concis et ça garantit que 10, donc THIS, fait référence au contexte de la classe ou de l'objet parent. Donc ça permet d'écrire du code plus concis, donc c'est plus efficient, plus court, ça évite de trop se répéter. Donc ça, c'est très pratique également. Et en gros, ça ne marche pas comme les fonctions classiques en termes de contexte et elles ne peuvent pas être utilisées comme des constructeurs. Le destructuring. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de faciliter l'écriture du code et de le rendre plus clair. Donc le destructuring, ça permet d'extraire des valeurs d'un objet ou d'un tableau dans des variables séparées. Donc en gros, on l'utilise pour accéder facilement à certaines propriétés d'un objet sans répéter le nom de l'objet à chaque fois. Donc sans avoir besoin de toujours répéter le nom de l'objet. Donc, c'est très pratique pour faire du code plus court, plus clair, plus propre, surtout. Et en gros, on peut créer plusieurs variables en une seule ligne à partir d'une structure déjà existante. On verra aussi les, on verra aussi les for of loops. Donc, la boucle for of, ça permet de parcourir tous les éléments d'un tableau ou d'une structure itérable, donc où on peut itérer. On l'utilise pour traiter chaque élément d'un tableau sans avoir à gérer les indices manuellement. Donc, on n'a pas besoin de tout gérer de manière manuelle. Le fonctionnement, c'est qu'à chaque itération, on aura une variable temporaire qui va recevoir la valeur suivante du tableau ou bien de l'objet. Switch, donc ça aussi, on retrouve ça dans différents langages. Donc switch, ça, c'est une structure conditionnelle. Donc ça permet de choisir entre plusieurs options possibles. Donc c'est très pratique. En gros, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus pratique d'utiliser switch plutôt que plein de if-else, comme on a l'habitude de faire dans les boucles if-else, if-else. Et donc quand il y a plusieurs cas à gérer. Et donc en gros, ce que ça va faire, ça va comparer une valeur à différentes, ce qu'on peut appeler cases et on exécute le bloc qui correspond à la première correspondance. En fait, ce qu'on attend, on va utiliser ce bloc-là. Donc, ça permet de choisir entre différents cas, différentes options possibles. Alors, et historique, donc là, je vous l'ai mis en français, hein, mais dans le code, ce ne sera pas pareil. Donc, comme son nom l'indique, c'est un enregistrement en fait de toutes les opérations effectuées par la calculatrice. Donc là, ici, ce qu'on va faire, ce sera une calculatrice, donc ça permet d'enregistrer toutes les opérations qu'on va faire avec cette calculatrice. Donc, ça va nous permettre de revoir les calculs passés, suivre les résultats et puis éviter de répéter les mêmes opérations. Donc, ça nous donne tout simplement un historique. Donc, chaque opération va être stockée avec ses paramètres, ça c'est important, et son résultat. Et éventuellement aussi sa date et l'horaire à laquelle le calcul a été fait. Logging, donc le système de log. Ça consiste à afficher des messages dans la console pour suivre l'exécution d'un programme. Ça, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de faciliter le débugage. En gros, on va comprendre ce qui se passe dans le code et en gros, il y aura des messages qui seront affichés, envoyés à la console à différents moments du programme qui vont nous indiquer ce qui se passe, donc l'état de notre programme ou les erreurs. Et donc, ça facilite la vie pour pouvoir débugger. Petit à petit, on sait qu'est-ce qui ne marche pas, où ça ne marche pas, et on peut directement aller à la source du problème pour le régler. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Et en plus, c'est pas un code très long, c'est très simple à implémenter. Et arrondi, donc on appelle ça le rounding. Donc là, je l'ai mis en français pour que ce soit plus compréhensible, mais dans le code, ce sera en anglais. Donc ça permet de limiter. Donc là, pareil, ça va être utile pour notre calculatrice, mais de manière générale, ça peut être très utile, surtout quand en fait on fait du code qui a pour but d'être un peu scientifique ou même dans tout ce qui est finance, et donc où on a des résultats avec de nombreux chiffres après la virgule.
Donc, c'est pas forcément très lisible, c'est pas forcément très compréhensible. Donc, pour rendre les résultats plus lisibles et précis, surtout, on va utiliser le rounding, donc qui va permettre de limiter en fait un certain nombre, les décimales. Donc, on va choisir combien de nombres on veut après la virgule. Et donc, on ajuste le nombre en fonction du nombre de décimales désirées. Et ça se fait assez simplement, en simplement supprimant les chiffres supplémentaires après la virgule, les chiffres dont on ne veut pas. Donc voilà pour les fonctionnalités de base et des définitions assez générales pour comprendre de manière assez large ce que ça veut dire. Et donc maintenant, on va passer au code snippets qui vont nous permettre de comprendre comment on utilise tout ça. Donc, pour commencer, donc, dans notre code, ce qu'on va faire, ce qu'on fait en premier lieu, ça sera la configuration de calculator config. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce petit bout de code? Donc, ici, on crée un objet JavaScript. Donc, c'est un objet, c'est comme un dossier qui contient plusieurs informations. Donc, chaque information, elle a un nom qu'on va appeler clé et une valeur. Donc, par exemple, pour un exemple tout bête, pour mieux comprendre comment ça marche, ce système d'objets et de dossiers. Donc, par exemple, quand vous avez votre téléphone, il y a différents réglages et chaque réglage a un nom. Genre, par exemple, on a volume, on a luminosité, on a Wi-Fi. Et donc, chacune de ces réglages a une valeur. Donc, par exemple, le volume de votre téléphone va être à 50, la batterie, elle va être à 80%, Wi-Fi, ça sera activé ou pas activé. Donc, ça marche en fait exactement de la même façon. Donc ici, pour notre calculatrice, donc, comme vous pouvez le voir sur le code, ce qu'on aura, on aura precision, qui est à 2. Donc ça, en fait, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est on va préciser le nombre de chiffres qu'on veut garder après notre virgule pour nos résultats. Donc tout le long de notre code, après notre virgule, on n'aura que 2 chiffres. On s'arrête à là. Max history size, donc qui sera à 10. Donc là, c'est le nombre maximum d'opérations qu'on va garder en mémoire. Donc dans notre historique, on va garder maximum 10 opérations, 10 résultats. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez rangé, sans avoir trop d'informations et donc qui permet de mieux parcourir tout ce qu'on aura fait. Donc voilà. Debug true. Donc ça, en fait, c'est pour dire donc la calculatrice, elle affichera des messages pour nous aider à débugger. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis true pour pouvoir avoir des messages pour débugger tout au long de notre programmation si jamais on a des problèmes. Et operation, add, subtract, multiply, divide. Donc là, bah, c'est un tableau des types d'opérations possibles. Donc, toutes les opérations qu'on va implémenter dans notre calculatrice ici. Donc voilà, là, on a créé notre objet JavaScript, notre base pour notre calculatrice. Et donc ça, c'est une approche très pratique. Donc en gros, si après, dans notre code, on a envie de changer la précision ou le nombre d'opérations gardées, eh ben, on n'aura pas besoin de toucher le reste du code. On aura juste à revenir ici et changer les paramètres. Donc ça évite de trop se perdre. Tout est bien rangé, tout est bien au bon endroit. Donc voilà, on ne touchera pas au reste du code, on touchera qu'à cet objet. Alors, donc ça, c'est pour notre première partie de code. Maintenant, on va passer classe calculator et destructuring. Donc ici, on a une classe. Donc qu'est-ce que c'est une classe? C'est comme un plan pour créer des objets. Donc ici, donc chacune des calculatrices qu'on va créer va suivre le plan qu'on a implémenté dans ce code que vous voyez affiché. Donc on a constructor. Donc ça, c'est la fonction qui va initialiser la calculatrice quand on la crée. Et à l'intérieur, ici, on a config égale calculator config. Donc, ça signifie que si on ne fournit pas de configuration, on utilisera notre objet calculator config qu'on a fait juste avant par défaut. Donc, ça, c'est juste pour implémenter ça. Et ensuite, ici, on a le destructuring des paramètres de configuration.
Donc, ça permettra d'extraire rapidement en fait les valeurs de l'objet config et puis de les stocker dans des variables. Donc, comme je vous l'avais expliqué juste avant. Et donc, en gros, si on n'avait pas de destructuring, ce qu'il faudrait faire, c'est en gros comment ça s'appelle? Le code ici serait beaucoup plus long à écrire. Donc, en gros, this.precision égale, il faudrait écrire config.precision. Pareil pour ici, donc il faudrait écrire config.maxHistorySize, etc., 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 jusqu'à la fin. Avec le destructuring, le code il est plus court et plus lisible. On n'a pas besoin de répéter à chaque fois le config que l'on a juste ici. Donc, c'est très pratique. Le destructuring, ça nous permet d'avoir un code plus clair et sans devoir se répéter et réécrire plusieurs fois les mêmes choses. Et donc, ici, on a this history. Donc, ça initialise un tableau qui sera vide, du coup, pour pouvoir garder l'historique des opérations, tout simplement, et this operation counts, qu'on met à 0. Donc, ça sert à numéroter chaque opération. Donc, ça va nous faire un petit compteur, en fait, count, operation count, comme le dit son nom. Ça sera un compteur qui part à 0. Et donc, à chaque fois qu'on fera une nouvelle opération, elle aura le nombre 1, 2, 3, etc., etc., etc. Et donc, nous, on va en garder 10 à chaque fois. Donc, ça ira de 0 à 10. Donc, voilà pour classe calculator et destructuring. Ici, on va parler de la méthode log avec paramètres par défaut. Donc, cette méthode, ça sert à afficher des messages pour le développeur. Donc, c'est ça qui va nous permettre de savoir où on a des problèmes dans notre code et ça va nous aider pour débugger. Donc, c'est un tout petit morceau de code, mais qui aide énormément et qui permet de faciliter la vie quand on écrit notre code. Et même si, par exemple, on reprend le code de quelqu'un d'autre, ça nous permet de savoir directement où il y a des problèmes, cibler les problèmes, les régler de manière plus simple et plus claire avec juste quelques lignes de code. Donc, ici, on a type égale info. Donc, c'est un paramètre par défaut. Donc, si on n'indique, pardon, pas de type, il prendra automatiquement info, tout simplement. On a console.log, donc ça va afficher les messages dans la console, ce qui va permettre d'afficher les messages dans notre console et donc pour pouvoir savoir ce qui se passe à chaque étape, bien comprendre ce qui se passe dans notre code et pouvoir débugger, même juste tout simplement comprendre ce qui est en train de se passer. Si on doit donner notre code à quelqu'un d'autre, que la personne puisse comprendre facilement. Et si nous-mêmes, on reprend le code de quelqu'un, pouvoir comprendre ce qui se passe étape par étape, très simplement. Et donc, c'est très utile parce qu'on peut activer et désactiver les messages comme on veut en modifiant des bugs dans la configuration. Donc, sans toucher au reste du code, dans notre configuration, au tout début, on a mis debug égale true. On pourrait mettre debug égale false. Et là, du coup, on n'aura plus ces messages qui s'afficheront. Donc, juste en changeant un tout petit morceau de code, un mot, on peut activer ou désactiver les messages. Donc, ça, c'est très, très, très pratique. Maintenant, on va parler des REST parameters, donc, qui permettent d'accepter plusieurs nombres. Donc ici, on a add égale trois petits points number. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un REST parameter. Donc ça permet à la fonction de recevoir en fait un nombre de nombres euh, non définis. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a les trois petits points. Ça peut être n'importe quel nombre qui pourront être reçus par notre fonction. Donc voilà, donc là c'est add, donc ce sera pour faire les additions. On est en train de faire notre fonction pour écrire, pour pouvoir faire des opérations, des additions. Hop. Donc ici on a notre premier reste paramètre et on a aussi ici ce qui nous permettra de vérifier si un nombre, si un élément n'est pas un nombre. En gros, on ne peut additionner que des nombres. Donc si un élément n'est pas un nombre, ça nous renverra un message d'erreur. Et donc, ça, c'est pratique aussi pour pouvoir comprendre où il y a des soucis, des erreurs. Et donc, pourquoi on pourrait utiliser les restes, pourquoi utiliser un reste parameter? Bah, parce que ça permet de rendre notre fonction add beaucoup plus flexible et donc capable de gérer un nombre variable d'arguments.
parce qu'on ne peut pas définir à l'avance combien de nombres on aura et donc combien de variables on aura. Et donc, ça nous permet d'avoir une fonction très flexible. Et donc là, dans le cas d'une calculatrice, c'est très pratique parce que on a besoin de flexibilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de coder une calculatrice parce que ça permet du coup de bien utiliser, montrer à quel point ça peut être, toutes ces fonctionnalités peuvent être très ouvertes et permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ici, on a d'autres méthodes, subtract, multiply et divide. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est le même principe qu'avec add. Donc, ici, on utilise pareil des rest parameters. Donc, ici, multiply, trois petits points numbers, divide, trois petits points numbers, subtract, trois petits points numbers. Donc, ici, on a le même principe, pareil. Ici, pour pouvoir afficher les erreurs. Donc, ça va marcher exactement comme add. Donc voilà, ici on utilise pour toutes nos méthodes, on utilise les rest parameters donc pour pouvoir accepter plusieurs, pour que nos méthodes elles acceptent plusieurs nombres. Ça effectue tous des vérifications pour éviter les erreurs. Et donc, ça permet d'avoir une logique assez cohérente et sûre pour toutes les opérations, parce que c'est le but de notre calculatrice, que ce soit quelque chose de sûr et de surtout cohérent, qui a du sens et qui marche bien. Donc, voilà pour ces codes et pour l'application des REST parameters. Round result pour arrondir le résultat. Donc, ce que je vous avais dit juste avant, je vous ai expliqué ça avec arrondi. Donc, ici, pareil, avec un tout petit morceau de code, ça va nous permettre d'arrondir le résultat à 10 precision. Donc, ici, de chiffres après la virgule. Donc, comme on l'a mis dans notre configuration du début, nous, precision, ce sera 2. Donc, on le reprend ici et automatiquement, nos résultats seront arrondis à deux chiffres après la virgule. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des résultats plus propres et plus lisibles et sans avoir trop de chiffres inutiles qui ne serviront à rien. Donc, ça va permettre d'avoir un code précis, propre et plus facile à lire et comprendre. Enfin, des résultats pour avoir des résultats plus faciles à lire et à comprendre. Maintenant, on va passer au spread operator. Donc ici, spread operator pour pouvoir copier notre historique. Hop. Donc ici, ça va nous servir à copier un tableau au lieu de le modifier directement. Donc ça va éviter les effets de bord, donc si on modifie l'historique plus tard. Donc si plus tard on a besoin de modifier notre historique, ça va éviter de faire des conflits, créer des problèmes. Ça va permettre de, voilà, on va simplement copier le tableau au lieu d'utiliser le tableau de base. Et on a History Entry. Donc, c'est ce qui va nous. C'est en fait l'objet qui contient toutes les informations de l'opération. Donc, comme les numéros, les types, nombre utilisé, résultats et date. Donc, ce sera tout ce qui sera inclus dans notre tableau et qui sera à chaque fois avec les spread operators copié. Donc ici, on a notre méthode calculate qui va combiner rest et spread. Donc c'est ce qui va permettre à notre calculatrice de marcher. Maintenant, on va combiner les deux pour que ça puisse fonctionner. Donc ici, c'est une méthode très importante pour notre calculatrice. C'est ce qu'on va utiliser pour effectuer toutes les opérations mathématiques, addition, soustraction, multiplication et division. Donc, on va regarder la définition de notre méthode. Donc, calculate, ici, operation, trois petits points numbers, donc notre reste opérateur. Donc, cette méthode, elle prend deux choses comme paramètres. Donc, le premier paramètre, ça sera operation. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de caractères. Donc, elle va nous indiquer quelle opération mathématique on va faire. Donc, par exemple, add pour additionner, multiply pour multiplier, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on a vu juste avant dans les méthodes qu'on a implémentées avec nos paramètres rest. Le second paramètre, donc les trois petits points numbers, c'est donc voilà, nos trois petits points, c'est ce qui sera appelé nos rest parameters.
Donc, ça signifie que cette méthode, elle peut recevoir un nombre illimité de nombres. Donc, voilà. On peut ajouter deux nombres, cinq nombres ou même 100 nombres sans changer la méthode. Donc, c'est très pratique et ça permet de garder beaucoup de flexibilité. Et ensuite, ici, on passe à switch. Donc, ici, tout ça, switch case, break, switch case, break, break, break. Donc, un switch, c'est comme, on va dire, comment on peut expliquer ça, comme un panneau de signalisation qui dit, selon la valeur de l'opération, il faut faire ceci ou il faudra faire cela. Donc, notre code, si operation vaut add, on va appeler la méthode add, tout simplement. Si operation vaut multiply, on va appeler la méthode multiply. Et, si, et ainsi de suite pour subtract et divide. Donc, switch, ça permet de rendre notre code très clair et facile à lire pour comparé à plusieurs conditions if-else. Si on faisait du if-else ici, ça serait beaucoup plus flou, beaucoup moins organisé et moins simple à lire. Donc ici, on utilise switch qui rend tout très clair. Donc, comme je vous l'ai dit, si operation qu'on a ici, ça équivaut à add, on va appeler la méthode add, tout simplement. Et ainsi de suite. Et donc, dans chaque cas, on a la ligne résulte 10, 10 ici. Donc, on utilise les spread operators et les trois petits points de nos rest parameters. Et donc ici, on va utiliser result. Ce ne sera pas pour recevoir des valeurs, mais pour envoyer les valeurs du tableau number comme argument individuel à la fonction, par exemple, ici à la fonction add. Et donc, c'est important parce que nos fonctions add, multiply, etc., elles sont écrites pour recevoir plusieurs arguments séparés et pas un tableau. Donc là, le but, c'est de recevoir des arguments séparés, mais pas un tableau. Et une fois que le calcul est fait, donc une fois que l'opération voulue a été produite, donc add, multiply ou subtract ou divide, eh bien, ça va être enregistré dans l'historique. Donc ici, avec this, add to history. Donc operation number result and return result. Donc ça signifie qu'on return the result, ça signifie que lorsqu'on appelle calculate, on peut récupérer le résultat directement grâce à history. Donc ici, on aura combiné nos rest parameters et spread parameters, ce qui est très pratique pour pouvoir écrire notre méthode calculate, qui va être le cœur de notre calculatrice ici. Donc, et cette méthode, en gros, elle est très très puissante et elle est très utile parce que ça permet de centraliser toutes les opérations dans une seule méthode. Donc, c'est très pratique. Au lieu d'avoir plein de petites méthodes partout, on centralise tout dans une seule méthode calculate. Et donc, on n'aura pas besoin à chaque fois d'appeler chaque fonction de manière séparée. On va juste appeler calculate et avec switch, ça va pouvoir nous choisir l'opération voulue. Donc, ça combine rest parameters et spread operator, ça rend notre calculatrice flexible et donc capable de gérer un nombre variable de nombres et ça garde automatiquement un historique. Donc, ce sera une calculatrice, disons, intelligente, entre guillemets. Et enfin, surtout, elle est facile à étendre. Donc, si demain, on veut pouvoir ajouter une opération comme les puissances, les racines carrées ou autres, on n'aura pas besoin de tout réécrire. On aura juste à l'ajouter. Et donc, ça permet de pouvoir rester flexible dans l'ajout, le retrait d'opérations pour pouvoir faire évoluer notre code comme on l'entend, sans avoir à tout réécrire et en évitant un maximum les bugs. Ici, on va voir les for of loop. Donc, ici, ce sera pour parcourir l'historique. Donc, for of, on va dire, un modèle de boucle moderne qui permet de parcourir un tableau élément par élément. Donc, ici, on a entry. Donc, ce sera chaque objet de l'historique.
Hop, je reviens tout de suite. Ça bug un peu. Hop, donc, pardon, comme je disais, donc pour un truc, donc chaque objet de l'historique, donc on utilise le destructuring pour, encore une fois, on récupère, on retourne avec le destructuring pour extraire les valeurs de l'objet. Donc ici, on aura ID, operation, operand, result, timestamp, avec ici notre entry. Et on a ici join, donc ça va nous permettre ça va transformer le tableau de nombres en une chaîne plus lisible. Donc pourquoi? Bah, ça va nous permettre d'afficher l'historique de manière propre, lisible et compréhensible pour l'utilisateur. Donc ça aussi, ça sera très pratique et encore une fois, c'est tous ces principes de base comme je l'ai expliqué au début. Le but, c'est vraiment de faire du code qui sera lisible, propre et beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Donc voilà, là on aura fait le tour de tous les petits codes snippets pour pouvoir expliquer de manière générale comment ça marche. Et maintenant je vais vous montrer dans mon VS Code à quoi ça va ressembler. Donc ici on aura la structure de base de mon code. Donc ici on a notre fichier principal, donc avec tout ce que je vous ai montré ici, const calculator, etc., etc. Méthode log, les rest parameters, multiply, etc., etc. Donc le code, il est assez long. On aura tout ça ici. Ici, on aura un fichier de test, donc ça va nous permet de, après, pouvoir tester tout ça. On a notre package Johnson avec tout ce qu'il nous faut. Et donc, je vais pouvoir exécuter tout ça. Donc, ici, npm run build. Donc, vous voyez ici, en faisant cette commande npm run build, j'ai ce dossier dist qui est apparu. Donc, dist, c'est quoi? Donc, ça veut dire distribution, distribution. Donc, c'est un dossier, en gros, qui va contenir la version finale du code. Donc, notre code qui est là. Ici, ce dossier va avoir notre version finale du code. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ça s'est fait tout seul en écrivant cette commande dans le terminal. La commande juste ici dans le terminal. Donc en gros, du coup voilà, ça contient ma version finale de mon code qui est prête à être exécutée ou distribuée. Donc l'idée en fait, on écrit notre code source dans SRC, dans notre dossier SRC, avec les fonctionnalités ES6 ou même d'autres choses comme du TypeScript par exemple. Et donc, des fois, ce code, il peut être trop moderne ou pas directement exécutable par tous les environnements. Et donc, on le compile ou transpile, on appelle ça compiler ou transpiler. Et le résultat, il va automatiquement être mis dans notre dossier dist qui va se créer tout seul automatiquement. Comment on fait ça? On utilise Babel. Donc, Babel, qu'on va retrouver ici dans notre package JSON, pardon. On va avoir ça juste ici. Donc, c'est un transpiler. Donc, en gros, ça prend du code écrit en ES6 ou autre et ça le transforme en une version Node.js ou navigateur que le navigateur pourra comprendre. Donc, ça va transpiler notre code. Donc, c'est grâce à ça que ça marche. Et grâce à cette petite partie dans notre script debug, là, dans notre package JSON, avec cette petite ligne juste ici. Hop. Et donc, ça va exécuter cette commande Babel SRC. Et donc, Babel va parcourir le dossier et chaque fichier va être transpilé, donc transformé de ES6 à du JS plus compatible. Hop. Et donc, on va pouvoir
exécuter notre code. Donc, node list calculator.js. Et voilà, on a directement nos résultats. Donc, ici, on a notre titre, calculatrice avancée ES6. Donc, là, on a les tests des opérations de base, donc adding number. Donc, par exemple, ici, on va faire une addition de 10, 5 et 3. Donc, hop, ce sera noté ici, ça va être égal à 18. Et on aura notre résultat addition 18. Subtracting numbers, donc 20, 5 et 2. Donc, pareil, là, on va faire une soustraction. Ça va nous faire cette soustraction, on aura 10. Pareil, puis on multiply, donc added to history. Et pour dividing. Et ensuite, ici, on a des tests de rest parameter avec beaucoup d'arguments. Donc, ce test, ça va nous permettre de voir si les rest parameter marchent bien et comment ça marche. Donc, on va passer beaucoup d'arguments, ici 10 arguments à notre fonction pour voir si ça marche. Et ça marche. Donc, par exemple, si on fait une addition avec des nombres de 1 à 10, ça va marcher. Et ici, on a notre petite historique, donc comme je vous l'avais expliqué pendant le code, donc calculator history, avec l'heure pardon, à laquelle ça a été fait. Ici, on avait vu count, donc pour le counting, donc pour pouvoir numéroter chacune et trier chacune de nos opérations, l'heure à laquelle elles ont été faites, donc elles ont toutes été faites en même temps là grâce au test. Et donc, toutes nos opérations, vous voyez, qui sont juste ici, ont bien été ajoutées à notre historique et sont maintenant juste là. Et elles sont triées avec le counting et l'heure à laquelle elles ont été faites. Ici, on a Total Operation 5. Donc, on aura 5 opérations qui ont été faites et enregistrées dans notre historique. On ne dépasse pas les 10 opérations, le nombre qu'on avait fixé au début. Donc, c'est parfait. Et là, on a un petit statistique, donc ça permet de rendre ça plus clair et de voir de manière globale tout ce qui a été fait. Donc, Total Operation 5. Donc, par type add, donc des additions, on en a eu deux. Soustraction, on en a eu une. Multiplication, une. Et division, une. Et ici, par exemple, si on rentre plus en détail, donc on a l'historique des additions uniquement. Donc, on aura notre première addition, et hop, ici, addition 5. Donc, comme vous voyez, pour le counting, ça a bien respecté. Donc, la première opération qu'on avait faite, c'était une addition. Donc, ici, elle est bien marquée 1. Et l'autre addition qu'on a faite, c'était la cinquième opération, donc qui est également notée juste ici. Donc là, on a ce qui va être affiché grâce à notre log. Donc, le système de gestion des erreurs pour pouvoir débugger. Donc, par exemple, ici, on avait mis comme donc, dividing numbers 10 and 0. Donc, erreur capturée, division by zero is not allowed. Donc, on ne peut pas faire de division par zéro, ce qui est logique. Donc, dans notre calculatrice, on a mis cette règle, pas de division par zéro. Et ici, notre log nous permet d'avoir cette erreur affichée dans notre commande et ça permet de directement savoir où il y a un souci. Et ici, on a aussi un petit indicateur pour nous donner les 3 derniers résultats. Donc, pour la multiplication 24, division 10 et addition 55. Donc, ça sera les 3 derniers résultats de nos opérations qui ont été faites. Donc voilà comment ça marche de manière générale. Donc très important de bien comprendre ce qui se passe quand on fait npm run build, donc avec dist. Donc quand ça nous transpile notre code de base et ça le crée un dossier dist et ça nous met notre code final dedans. Et après, c'est ce code-là qu'il faut exécuter pour pouvoir avoir nos résultats et pour que ça puisse marcher. Après, bien sûr, cette calculatrice, elle peut être implémentée sur une page web pour que ce soit un peu plus joli, que ce soit plus agréable à voir. Mais là, c'était vraiment fait de manière simple pour pouvoir voir rapidement comment marchent toutes ces opérations. Et donc voilà pour l'exécution. Je pense que ça peut être utile de bien revoir toutes les fonctionnalités que l'on a ici. Donc, rest parameters, spread operator,
arrow function, destructuring, for ops loops, switch, historique, logging et arrondi, donc rounding, qui sont des opérations basiques, des fonctionnalités de base très importantes qui permettent de faire du code propre, clair et, flexible surtout. Et donc, ça permet également de faire évoluer son code sans avoir besoin de tout changer. Donc, on peut, si vous écrivez du code et que vous savez qu'à la longue, vous pouvez être amené à ajouter des choses, des fonctionnalités, des méthodes, utiliser tout ça, ça va être très pratique et ça va vous permettre de le faire de manière très facile. Pour le travail de groupe aussi, c'est très efficace et ça facilite beaucoup le travail. Donc, ça permet d'éviter de toucher à tout le code, de devoir tout changer, modifier des parties de code que l'on n'a pas faites en changeant de simples choses. Donc, comme par exemple ici, quand on a fait notre objet de configuration. Donc, par exemple, si on veut changer la précision, au lieu de devoir changer les choses dans notre code, on a juste à revenir ici. Ici, notre petit 2, on le change. On peut mettre 4, on peut mettre 5 comme on veut, selon ce dont on a besoin. Pareil pour max history size. Donc, au début, quand c'est juste pour tester son code, par exemple, là, on fait une calculatrice, une petite calculatrice juste pour tester, on met max history size 10. Mais si à l'avenir, on veut faire quelque chose de beaucoup plus gros, on aura juste ici à changer ce petit nombre pour pouvoir faire évoluer notre code, notre calculatrice, notre projet, sans avoir à tout changer. Pareil, si on veut que les messages d'erreur ne disparaissent, donc ici, debug true, on a juste à changer avec false et les messages ne s'afficheront plus. Et pour les opérations, pareil, on va ajouter des opérations, on a juste à les ajouter dans ce tableau. Donc, dans ce tableau des types d'opérations qui sont présentes dans notre calculatrice. Et ça sera très simple pour pouvoir la faire évoluer. Si on veut une calculatrice très simple qui ne fait que des additions et des soustractions, on aura juste à supprimer ça. Donc ça facilite vraiment la vie et ça permet de faire un code très clair, très facile à utiliser, très malléable. C'est très 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 pratique. Et donc voilà, c'est tout pour moi. On a fait le tour de quelques basiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas dans le chat ou pour les étudiants d'Olberton, n'hésitez pas à me contacter sur Slack pour pouvoir approfondir et aller un peu plus loin sur ce sujet. Si vous avez d'autres sujets de live qui vous intéresseraient, n'hésitez pas également, donnez vos idées. Et voilà, ce sera tout pour moi pour ce live. Merci à vous d'avoir suivi et j'espère que ça vous aura éclairé sur tous ces sujets, que ça vous permettra de comprendre un peu plus un peu plus ce principe. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, c'est tout pour moi.